Le fils de ma belle-sœur m'a giflé pour un téléphone. Sous les menaces de ma belle famille, j'aurais dû me taire. Mais dès le lendemain, ma vengeance les a fait hurler et pleurer. Le salon de la maison de Madame Éléonore, situé dans un quartier huppé de Neuilly-sur-Seine, en Île-de-France, semblait étouffant, non pas à cause des meubles, mais à cause de l'atmosphère. Solène sentait le regard cynique de sa belle-sœur, Blanche. Son mari, Vincent, était en voyage d'affaires à Sophia Antipolis. Laisser Solène seule dans cette maison lors d'une réunion de famille était une véritable épreuve de patience. Solène avait déjà essayé d'aider dans la cuisine. Mais Éléonore, sa belle-mère, l'avait chassée sous prétexte que Solène ne faisait que du désordre. Finalement, Solène choisit de s'asseoir dans le coin du canapé, ajustant le foulard de soie autour de son cou qui la faisait un peu transpirer, espérant passer inaperçue. Comme c'est étrange que Vincent accepte un voyage d'affaires aussi long, dit soudain Éléonore, élevant volontairement la voix. Ses yeux se sont posés sur Solène. Il n'aime généralement pas être loin de sa femme. Il a peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est compréhensible d'avoir une femme qui reste juste à la maison. Blanche laissa échapper un petit rire de l'autre côté de la pièce. Elle s'amusait à se vernir les ongles. Elle fit semblant de ne pas prêter attention, mais ses oreilles étaient aux aguets. C'est logique puisqu'elle n'a pas de carrière. Maman, bien sûr, Vincent s'inquiète. Regardez-moi, une femme avec une carrière professionnelle. Mon mari est fier que je sois indépendante. Solène se contenta de baisser les yeux, laissant ses mots la traverser. Elle y était habituée maintenant. Pour la famille de son mari, Solène n'était qu'une femme chanceuse d'avoir épousé Vincent. Ils n'ont jamais su, et Solène n'a jamais ressenti le besoin de leur dire quel était son vrai métier. Elle voulait juste vivre en paix. Une petite agitation à la porte d'entrée détourna leur attention. Paul, le fils unique de 6 ans de Blanche, entra en courant avec des chaussures sales. Il venait de finir de jouer dehors. « Grand-mère, Paul a soif », cria-t-il. Oh, le petit champion de grand-mère est de retour. Éléonore se leva immédiatement, le visage rayonnant, toute son attitude avait changé. Tout ce que Paul demandait lui était donné instantanément. Paul était le prince de cette maison. Il n'avait jamais tort, et rien ne lui était jamais interdit. Solène sourit légèrement au comportement de son neveu. Elle essaya de le saluer. « Paul, tu t'es lavé ?» Paul ne répondit pas. Ses yeux se fixèrent sur quelque chose sur la table d'appoint à côté de Solène. Le téléphone portable de Solène était en charge. Les yeux du garçon s'illuminèrent immédiatement. « Tati, donne-moi le téléphone », s'écria Paul en courant vers Solène. Elle fut prise de court. « Je suis désolé, Paul. Le téléphone est en charge, mon chéri. La batterie est complètement vide, dit Solène aussi doucement que possible. Je m'en fiche. Paul veut jouer à un jeu, donne-le-moi. Paul commença à tirer sur la manche du chemisier de Solène. Paul, s'il te plaît, ne fais pas ça. Solène essaya de retirer sa main. Nous pourrons jouer à autre chose plus tard, d'accord, avec Tati. Je ne veux pas. Je veux jouer à un jeu tout de suite. La voix de Paul commença à monter. Il geignit et se jeta par terre. Blanche, sa mère, se contenta de regarder depuis le canapé. Donne-le-lui, Solène. Tu es tellement ennuyeuse. Ne sois pas si radine, dit-elle sèchement. Solène soupira. Je ne suis pas radine, Blanche. C'est juste que la batterie est complètement. Avant que Solène ne puisse finir sa phrase, une petite gifle atterrit sur sa joue. Solène se figea. C'était la petite main de Paul. Le coup n'était pas incroyablement fort, mais il fut suffisant pour choquer Solène. La pièce resta silencieuse un instant. Solène regarda Paul, qui la regardait maintenant avec défi. Puis Éléonore éclata de rire. Ce rire brisa le silence. Oh, Paul, ce que tu fais. Tu as un bras fort, comme un quarterback, comme ton père. Solène regarda sa belle-mère avec incrédulité. Blanche rit aussi. C'est mon garçon, si courageux, dit Blanche, ravie de se sentir soutenue.
Paul recommença, cette fois plus fort. Il frappa Solène au visage plusieurs fois avec ses deux petites mains. Donne-le-moi. 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 Solène leva instinctivement les bras pour protéger son visage. Ses joues brûlaient et piquaient, non seulement à cause des coups, mais à cause de l'humiliation. Arrête, Paul. Ça suffit. Solène essaya de parler d'une voix basse. Oh, vraiment? Éléonore reprit la parole, son ton toujours amusé. Elle regarda ensuite Solène, qui se touchait toujours la joue. Ça ne fait pas si mal. Ne sois pas dramatique. Pour une petite chose aussi stupide, tu vas te plaindre à Vincent plus tard. Solène regarda Blanche, cherchant l'intervention d'une mère, mais tout ce qu'elle obtint fut un sourire cynique. Frappe-le si tu oses, défia Blanche. On dit que tu es une personne si patiente. Comment peux-tu laisser un petit enfant te frapper t'affecter? Paul, qui était maintenant debout sur le canapé, se sentait comme un champion. Il bomba le torse et pointa Solène du doigt. Rends-le-moi, sorcière. Sorcière, cria-t-il, répétant le surnom qu'il avait sûrement entendu souvent de sa mère et de sa grand-mère. Le mot « sorcière » transperça Solène plus profondément que les gifles de Paul. Elle baissa les mains de ses joues, regarda Paul, puis regarda Blanche. Finalement, elle regarda Éléonore. Leur visage était plein de victoire et de moquerie. Solène ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle sentit seulement quelque chose de froid et de calme envahir son cœur. Elle se leva. Oui, dit-elle doucement. Sa voix était calme, presque dénuée d'émotion. C'est bon. Elle se retourna avec une posture calme et droite. Elle sortit de ce salon. Elle entendit les rires de Blanche et Éléonore derrière elle. Elle traversa le couloir jusqu'à la chambre d'amis où elle logeait. Elle entra dans la pièce et verrouilla la porte. Le clic du verrou résonna très fort dans ses oreilles. Solène s'appuya contre la porte, fermant les yeux un instant. Son cœur battait la chamade, mais pas de peur. C'était une rage froide. Elle se dirigea vers le petit miroir au-dessus de la commode. Ses joues étaient rouges. Son foulard était légèrement de travers. Elle ajusta son foulard avec des mouvements fermes. Ses yeux regardèrent sa propre réflexion, sec et concentrée. Elle n'essuya aucune larme car aucune larme n'était réellement tombée. Lentement, Solène sortit son téléphone de la poche de son pantalon de costume. Elle ouvrit l'application de sécurité domotique partagée de la famille. La caméra connectée du salon enregistrait tout sur le cloud. Solène appuya sur le bouton de téléchargement. Elle enregistra le fichier vidéo et le nomma « Preuve salon ». Elle regarda brièvement la partie finale. Le rire d'Éléonore, la voix de Blanche disant « Frappe-le si tu oses » et la voix de Paul disant « Sorcière ». Solène ferma l'application, fixa l'écran de son téléphone pendant un long moment, puis ouvrit son application de messagerie. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, Solène descendit pour le petit déjeuner. La tension inconfortable de la veille avait disparu, remplacée par l'attitude habituelle d'indifférence. Éléonore et Blanche étaient profondément absorbées par leur discussion sur leur projet de week-end. Paul était assis à la table à manger, donnant des coups de pied au pied de la table tout en jouant sur son nouvel iPad comme si l'incident d'hier n'avait jamais eu lieu. Éléonore, Blanche, si vous m'excusez, je vais sortir un instant, dit Solène d'un ton neutre mais poli. J'ai du travail à faire. Blanche renifla sans lever les yeux de son téléphone. Comme c'est étrange. Je pensais que ton seul travail était d'attendre que Vincent rentre à la maison. Où vas-tu? Au club de golf? Solène ne répondit pas à la pique. Je devrais être de retour en milieu d'après-midi. Très bien, dit Éléonore sèchement. Quand tu reviendras, achète des viennoiseries spéciales bio de cette pâtisserie chic que Paul aime. N'oublie pas. Compris, répondit Solène. Elle prit sa mallette de travail, un sac en cuir simple mais de haute qualité, et quitta la maison. Elle ne regarda pas en arrière. Solène demanda sa voiture de fonction. Elle s'assit sur le siège arrière, regardant les rues suburbaines animées défiler.
La maison de sa belle-mère disparut lentement dans le rétroviseur. 15 minutes plus tard, le paysage changea. Les zones résidentielles cédèrent la place à de denses zones commerciales. 30 minutes plus tard, les autoroutes s'élargirent. Plus d'une heure plus tard, la voiture traversa enfin le trafic et entra dans le quartier des affaires de la Défense, à Paris. Des gratte-ciel de verre et d'acier s'élevaient à gauche et à droite. La voiture s'arrêta devant le hall d'un bâtiment moderne et imposant. Les mots « Tour Avenir Sommet » étaient écrits en élégantes lettres d'argent au-dessus de l'entrée. Solène donna un pourboire au chauffeur et sortit. En entrant dans le hall frais au sol de marbre, son comportement se transforma. Ses épaules, légèrement courbées dans la maison de sa belle-mère, étaient maintenant parfaitement droites. Ses palans étaient maintenant fermes et rapides. Son visage, auparavant inexpressif, rayonnait maintenant d'une aura d'autorité sereine. Le garde de sécurité au comptoir du hall se mit immédiatement au garde à vous. « Bonjour, mademoiselle Sterling », la salua-t-il respectueusement. « Bonjour, monsieur Dubois », répondit Solène avec un léger sourire. Elle n'eut pas à attendre l'ascenseur public. Elle se dirigea directement vers la batterie d'ascenseurs privés d'un côté du hall. Elle glissa sa carte d'accès et les portes argentées s'ouvrirent. Son étage de destination était le seul bouton, le penthouse. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur une spacieuse zone de réception privée. Une jeune femme élégante, son assistante de direction, l'attendait déjà. « Bonjour, mademoiselle Sterling », dit l'assistante, nommée Hélène. « Votre café est prêt sur votre bureau. Réunion du conseil d'administration à 10 heures. Présentation de la bourse de recherche à 13 heures. Merci, Hélène. Veuillez préparer tous les documents pour la réunion du conseil, dit Solène en se dirigeant vers les grandes portes en bois au fond de la pièce. Solène entra dans son bureau. La pièce était immense avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur la skyline de Paris. C'était son monde. C'était qui elle était vraiment. Solène posa sa mallette et s'assit dans son fauteuil en cuir moelleux. Elle était Solène Sterling, la directrice générale de la Fondation Avenir Sommet, une gigantesque organisation philanthropique qui gérait des centaines de millions d'euros de fonds. Cette fondation attribuait des bourses complètes à des enfants exceptionnels, finançait la recherche scientifique et construisait des écoles dans des zones défavorisées. La famille de Vincent ne le savait pas. Vincent savait exactement ce qu'elle faisait et combien elle gagnait, mais sa famille arrogante n'avait jamais pris la peine de demander ou d'écouter. Il supposait qu'elle était une bénévole de bas niveau dans une petite association à but non lucratif. Solène et Vincent ne les corrigeaient plus. Elle appréciait sa vie privée. Elle ne voulait pas qu'Éléonore et Blanche exigent soudainement de l'argent ou des faveurs. Elle voulait qu'elle fasse preuve d'une décence humaine élémentaire d'abord, ce qui n'était clairement jamais arrivé. Solène prit une gorgée de son café et ouvrit son ordinateur portable. Des centaines de mails attendaient. Elle travaillait rapidement et efficacement, signant les approbations de financement, examinant les propositions et répondant au président d'université. Ici, ces mots faisaient loi. Ici, sa signature pouvait changer la vie de milliers de personnes. À 9h30, Hélène revint. « Madame, pardonnez l'interruption. Les dossiers pour la réunion du conseil sont prêts, mais un dossier urgent vient d'arriver du comité de sélection des bourses. Il nécessite votre signature immédiate. » « Quel dossier est-ce » demanda Solène, les yeux toujours fixés sur l'écran. « C'est la liste finale des récipiendaires de la bourse intégrale Avenir Sommet pour l'Académie royale d'excellence pour la prochaine année scolaire. » Solène leva les yeux. L'Académie royale d'excellence, l'école préparatoire privée la plus élitiste et la plus chère du pays, l'école qui faisait la fierté de sa fondation. Solène savait que Blanche se vantait depuis des mois que Paul avait réussi les examens d'entrée pour cette école. Solène avait toujours soupçonné comment Blanche pouvait se permettre les frais de scolarité, qui coûtaient des dizaines de milliers d'euros par an. Il s'est avéré que Blanche avait postulé pour une bourse complète de la Fondation Avenir Sommet destinée aux familles à faible revenu ayant des performances académiques exceptionnelles. Solène était certaine que Blanche avait falsifié ses dossiers financiers. Ils ont tous passé la vérification, continua Hélène. Il y a juste un nom signalé en rouge par le comité.
Il a besoin d'un examen final de votre part avant de devenir officiel. Hélène posa un épais dossier bleu sur le bureau de Solène. Solène l'ouvrit lentement, ses yeux se fixèrent immédiatement sur un nom en haut de la liste. Nom de l'étudiant, Paul Sterling. Tuteur légal, Blanche Sterling. Solène resta silencieuse, son cœur battant lentement. C'était une coïncidence très ironique. Pourquoi est-il signalé en rouge, demanda Solène, gardant sa voix calme. Le rapport est arrivé hier soir, madame. Il y a un drapeau rouge de notre équipe de comptabilité légale qui a effectué un audit de routine des antécédents et des médias sociaux. Notre équipe rapporte que les documents financiers de cette famille semblent entièrement frauduleux, cachant des actifs via des sociétés écrans. De plus, l'historique public des médias sociaux de la mère montre un modèle de cyberintimidation et de comportement agressif entièrement incompatible avec les valeurs de notre fondation. Hélène désigna une petite note en annexe. De plus, selon le rapport, il existe des preuves verbales que ce tuteur encourage les actes de violence commis par son fils contre d'autres membres de la famille. Solène fixa cette note. Sa main se dirigea lentement vers son tiroir de bureau. Le comité d'éthique recommande un examen, dit Hélène. Mais la décision finale est entre vos mains. Si vous êtes d'accord, cette bourse peut être annulée. Solène ferma le dossier et regarda la skyline de la ville devant elle. Les grands immeubles ressemblaient à des jouets d'en haut. Elle se souvint des mots de Blanche la nuit dernière, frappe-le si tu oses. Elle se souvint du rire d'Éléonore, ça ne fait pas si mal. Ne sois pas dramatique. Elle se souvint des cris de Paul, sorcière. Solène prit un stylo plume coûteux de son étui, rempli d'encre noire profonde. Elle rouvrit le dossier à la page de décision finale. Merci, Hélène. Je m'occuperai personnellement de ce dossier, dit Solène. Veuillez programmer une réunion d'urgence avec le comité d'éthique de l'Académie et notre équipe juridique immédiatement après la réunion du conseil. Compris, madame, dit Hélène en quittant le bureau. Solène était de nouveau seule. Elle regarda le nom de Paul dans ce dossier, prit une profonde inspiration, puis, d'une main ferme, écrivit quelque chose dans le dossier. Un léger sourire, très léger, apparut sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'une gardienne. Après le départ de Solène, l'atmosphère du salon sembla plus légère pour Blanche et Éléonore. Le fardeau nommé Solène était parti. Elles revinrent à leur sujet préféré. Combien Vincent avait de la chance d'avoir une famille comme la leur, et combien il était malchanceux d'avoir une femme comme Solène. Regardez-la simplement, ricana Blanche tout en appliquant une autre couche de vernis à ongles rouges vifs. Chaque fois que vous mentionnez le travail, elle reste silencieuse. Au mieux, elle fait du bénévolat dans un orphelinat et est payée en prière. Éléonore laissa échapper un petit rire. Chut, ne dis pas ça. Laisse-la tranquille. L'important est que Vincent se souvienne encore de sa mère et continue d'envoyer de l'argent tous les mois. S'il devait compter sur le salaire invisible de sa femme, comment pourrait-il survivre? Exactement, maman. Je dis toujours à Vincent, trouve une femme de ton niveau, d'une bonne famille avec de la classe et de notre genre de vieille fortune, fit remarquer Blanche. Elle souffla sur ses ongles fraîchement peints, pas quelqu'un qui n'apporte qu'un long foulard et un visage triste. Éléonore hocha la tête en signe d'accord. Dieu merci, nous avons toujours été une bonne famille. Regardez Paul. Ce garçon est un génie, tout comme son père et bien sûr sa grand-mère. Blanche sourit d'une oreille à l'autre. C'était son sujet préféré absolu, Paul. Sa plus grande réussite. Bien sûr, maman. Le pédigré de notre famille est différent et maintenant le monde entier le saura. Blanche prit son téléphone de la table. Son visage rayonnait. Aujourd'hui est l'annonce officielle. Paul est définitivement accepté à l'Académie royale d'excellence, l'école numéro 1 du pays. Vous savez, maman, juste les frais d'inscription coûtent des dizaines de milliers d'euros. Mais mon Paul, Blanche laissa exprès la phrase en suspens. Ses yeux pétillaient de drame. Il y entre avec la bourse intégrale Avenir Sommet. La bourse la plus prestigieuse qui soit. Éléonore frappa doucement dans ses mains. Oh, comme mon petit-fils est intelligent.
Une bourse. Oui, c'est incroyable. Cela signifie qu'il a été reconnu comme le génie le plus brillant parmi les génies. Exactement, s'exclama Blanche. Elle commença à faire les 100 pas dans la pièce, trop excitée pour rester assise. Ce n'est pas une bourse pour les pauvres, maman. C'est une bourse pour les talents extraordinaires. Ils m'ont dit que sur des milliers de candidats, seuls 3 enfants ont été admis, et Paul est l'un d'entre eux. Ils ont dit que Paul est un investissement futur pour le pays. Imagine ça, maman. Blanche oublia commodément un instant qu'elle avait dissimulé le vrai revenu de son mari par le biais d'une société écran et n'avait pas déclaré leurs actifs pour passer les filtres fiscaux, se présentant comme une famille à revenus moyens ayant besoin d'aide. Dans son esprit, tout cela était effacé par le fait que Paul avait réellement réussi ses tests académiques. Pour elle, ce mensonge administratif n'était qu'une formalité mineure pour obtenir ce qui leur revenait de droit. « Je dois appeler tante Martine tout de suite, dit Blanche. Ses doigts dansèrent rapidement sur l'écran du téléphone. C'est elle qui avait critiqué Paul hier, disant qu'il était trop hyperactif et impossible à contrôler. Maintenant, elle verra qui est vraiment Paul. Elle appuya sur le bouton d'appel vidéo. Peu après, le visage d'une femme d'âge moyen apparut à l'écran. « Bonjour, Blanche. C'est étrange que tu appelles si tôt. Que se passe-t-il » salua la voix à l'autre bout. « Salut, tante Martine. »« Oh, Tati, je suis incroyablement heureuse. » Blanche parla d'un ton exagérément choyé. Éléonore, debout derrière elle, sourit et lui fit signe de parler plus fort. « Heureuse ? Pourquoi ? Tu as gagné à la loterie ?» Blanche laissa échapper un rire aigu. « Non, Tati. C'est bien plus grand que la loterie. C'est à propos de l'avenir de mon fils Paul. »« Oh, Paul, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il est entré dans cette nouvelle école près de ton quartier ?» Blanche prit une profonde inspiration, prête à porter son coup de maître. « Non, Tati. Paul a été admis à l'Académie royale d'excellence. » Il y eut un silence. Le visage de tante Martine à l'écran semblait confus. « Quelle école ? » L'Académie d'excellence en centre-ville. L'école préparatoire où les sénateurs et les PDG envoient leurs enfants. Une éducation 100% sur mesure, dit Blanche triomphalement. Exactement. L'école des futurs dirigeants du pays. Et devine quoi, Tati ? Devine combien nous allons payer. Cette école n'est-elle pas incroyablement chère ? Gratuite, Tati, cria pratiquement Blanche. Paul a obtenu la bourse intégrale Avenir Sommet. Ils disent que Paul est un génie rare. Le conseil d'administration de l'école et la fondation sont intervenus directement. Tati, ils m'ont dit qu'un enfant comme ça ne peut pas être gaspillé. Il doit être éduqué dans le meilleur endroit. Éléonore intervint de l'arrière-plan. Notre famille vient d'un bon milieu, Martine. Bien sûr, c'est un génie, pas comme les autres. Le visage de tante Martine pâlit. Elle était clairement envieuse. Oh, waouh! Félicitations. C'est incroyable pour Paul. Bien sûr, plus tard quand Vincent rentrera, nous allons organiser une grande fête. Je veux montrer à tout le monde, surtout à Solène, la différence de classe qu'il y aura entre ses futurs enfants et les miens, dit Blanche, oubliant que Solène n'avait même pas encore d'enfant. Après avoir raccroché avec tante Martine, la satisfaction de Blanche n'avait toujours pas atteint son apogée. Elle sentait que le monde entier devait le savoir. Elle ouvrit sa galerie de photos. Elle choisit une photo de Paul prise la semaine dernière quand il avait essayé le nouvel uniforme de l'Académie royale qu'elle avait déjà acheté à l'avance. Même si l'annonce officielle était aujourd'hui, elle ouvrit ses médias sociaux, le compte suivi par tous ses amis de la haute société, ses parents éloignés et tous ceux qu'elle devait impressionner. Ses doigts commencèrent à taper un message. Elle choisit ses mots avec soin pour un impact maximal. Un avenir brillant commence dans la meilleure école. Si incroyablement béni. Mon fils doué, Paul, a été officiellement admis à l'Académie royale d'excellence. Et non seulement admis, mais il a reçu la bourse intégrale Avenir Sommet pour son intelligence extraordinaire. Merci, Fondation Avenir Sommet, d'avoir reconnu un vrai talent. Le travail acharné paie.
Douet Intellige Académie Royale Fondation Avenir Sommet béni fière maman de garçon. Elle regarda le message un instant. Parfait. Elle appuya sur le bouton publier. Elle ne savait pas qu'à travers la ville, dans un bureau en haut de la tour Avenir Sommet, le message qu'elle venait de télécharger avait déjà été mis en capture d'écran par une assistante et envoyé directement à la PDG. Solène était assise dans son bureau silencieux. Les vues sur la ville à travers l'immense fenêtre devant elle étaient floues. Sa concentration était fixée sur l'épais dossier bleu posé sur son bureau. Le dossier avec le nom de Paul Sterling sur la couverture. La réunion du conseil d'administration de la fondation venait de se terminer. Tout s'était déroulé sans accroc. Solène avait dirigé la réunion avec sa fermeté et sa clarté habituelles. Elle avait approuvé le budget de 3 nouveaux hôpitaux, signé une proposition de recherche sur les énergies renouvelables et rejeté une demande de financement d'une institution qu'elle soupçonnait de fraude. Personne n'avait remarqué la petite tempête qui grondait en elle. Elle était une professionnelle. Maintenant, elle était seule. Il n'y avait qu'elle et le dossier bleu. Elle l'ouvrit de nouveau. Cette fois, elle ne regarda pas seulement la première page. Elle la lut page par page. Le rapport du psychologue pour enfants qui avait évalué Paul, potentiel cognitif supérieur à la moyenne, présente cependant des limitations significatives en matière de contrôle émotionnel et d'empathie sociale. Montre des tendances à l'agression physique lorsque ses désirs ne sont pas satisfaits. Solène sourit amèrement. Le psychologue n'avait aucune idée à quel point il avait raison. Elle passa à la section administrative. Les données financières du tuteur légal, Blanche Sterling. Solène vit les déclarations de revenus jointes. Les formulaires fiscaux du mari de Blanche, le beau-frère de Vincent. Le montant indiqué était extrêmement bas, frôlant le seuil de pauvreté. Solène savait que c'était un mensonge. Elle savait exactement combien gagnait le beau-frère de Vincent parce que Vincent s'était plaint une fois que sa sœur dépensait trop imprudemment étant donné le salaire énorme qu'il gagnait déjà. Ensuite, Solène vit le certificat de difficulté économique délivré par un bureau municipal local. La signature et le tampon semblaient authentiques, mais Solène savait que Blanche et Éléonore vivaient dans une zone incroyablement aisée. C'était une pure fraude non adultérée. Beaucoup de gens s'arrêteraient là. La fraude aux données était une raison suffisante pour révoquer toute bourse. Mais Solène continua de chercher. Elle ne cherchait pas seulement une excuse pour annuler. Elle cherchait la raison la plus précise et fondamentale. Elle ouvrit l'annexe finale, le document de contrat de bourse, un projet de 10 pages que le tuteur légal devait signer. Solène connaissait chaque mot de ce contrat. Elle l'avait rédigé elle-même avec l'équipe juridique de la fondation il y a 3 ans. Ses doigts parcoururent page après page. Clause 1 concernant la durée de la bourse. Clause 5 concernant les normes académiques à maintenir. Clause 9 concernant la contribution sociale. Puis elle s'arrêta à la page 8. Son doigt se posa sur une petite clause que les candidats trop euphoriques ignoraient généralement. Clause 14b, éthique et comportement familial. Solène la lut dans son esprit, bien qu'elle la connût par cœur. La bourse Avenir Sommet est un investissement dans le caractère, pas seulement dans les notes scolaires. La Fondation se réserve le droit de procéder à des examens et des évaluations non seulement sur l'étudiant bénéficiaire, mais aussi sur l'environnement familial direct, exerçant la tutelle légale. Les tuteurs légaux des bénéficiaires sont tenus de respecter les valeurs fondamentales de la Fondation, intégrité, empathie et respect d'autrui. La phrase suivante était la plus importante. Les violations graves de ces valeurs, y compris, mais sans illimiter, les actes d'intimidation, la violence physique ou verbale, la fraude ou les comportements contraires à l'éthique qui pourraient nuire à la réputation de la fondation et de l'école associée, commis par le tuteur légal, peuvent entraîner la révocation immédiate et permanente de la bourse. Solène ferma les yeux un instant. Elle se souvint de l'incident d'hier. Le rire d'Éléonore, ça ne fait pas si mal. Ne sois pas dramatique. Violation de la valeur d'empathie. Le commentaire cynique de Blanche, frappe le si tu oses. Soutien de la violence. Les cris de Paul, sorcière. Harcèlement verbal sanctionné par la tutrice.
Tout était clairement enregistré sur son téléphone. Elle ouvrit les yeux. Elle regarda le rapport de l'équipe d'évaluation de terrain signalé en rouge par le comité. Observation secrète dans l'environnement domestique. La tutrice légale, Madame Blanche, dénigre ouvertement un autre membre de la famille devant l'enfant en utilisant un langage dégradant. L'enfant Paul imite ce comportement et n'est pas corrigé. L'environnement familial est jugé peu propice au développement d'un caractère empathique. Le rapport de son équipe était déjà solide comme un roc, mais son propre enregistrement audio fut le coup de grâce. Cet enregistrement était une preuve irréfutable. Solène prit son téléphone professionnel. Elle vit un message d'Hélène, son assistante. Le message contenait une capture d'écran du message de Blanche sur les réseaux sociaux qu'elle venait de télécharger. Merci, Fondation Avenir Sommet, pour votre confiance. Solène sourit froidement. Blanche elle-même avait glissé le nœud coulant autour de son propre cou. Elle s'était publiquement associée, elle et son comportement, au bon nom de la Fondation Avenir Sommet. Tu m'as dit de le frapper en retour, murmura Solène doucement dans la pièce vide. La voix de Blanche sur l'enregistrement résonna à nouveau dans ses oreilles, frappe-le si tu oses. Solène posa son téléphone et prit son stylo plume à encre noire profonde. Elle n'allait pas rendre les gifles de Paul. Elle ne frapperait jamais un petit enfant. Elle ouvrit le dossier bleu. Sur la première page d'approbation, il y avait 2 cases à cocher, approuver ou rejeter. En dessous, il y avait une section de notes pour la PDG. D'une écriture impeccable et ferme, Solène cochait la case de récusation. Puis, dans la section des notes, elle écrivit « Conflit d'intérêts déclaré ». Je transfère ce dossier au Conseil d'éthique indépendant pour rejet immédiat. Une violation très grave de la clause 14B et une fraude financière ont eu lieu. Preuves jointes. Rapport d'audit légal 44B et rapport vidéo d'incident critique. Veuillez émettre la lettre de révocation en attendant l'approbation du Conseil. Elle regarda sa signature un instant. Solène Sterling. Je ne prendrai pas ma revanche avec mes mains, murmura-t-elle. Je laisserai la conformité d'entreprise le faire pour moi. Elle appuya sur le bouton d'interphone de son bureau. Hélène, veuillez entrer. Apportez le dossier du comité d'éthique de l'Académie et préparez un projet de mail urgent pour le directeur de l'Académie royale d'excellence. Bientôt, le bureau de Solène, en haut de la tour Avenir Sommet, était sombre à l'intérieur. Les lumières de la ville, à l'extérieur de l'immense fenêtre, scintillaient comme un tapis de bijoux étalé loin en dessous. L'horloge murale indiquait 23 heures. La réunion du conseil d'administration, la réunion du comité d'éthique de l'Académie et une série d'autres réunions avaient été expédiées par Solène avec une efficacité glaciale. Elle était épuisée, mais son travail de cette nuit n'était pas encore terminé. C'était la dernière partie, la plus importante. Son assistante, Hélène, était rentrée chez elle 3 heures auparavant, mais Solène l'avait rappelée 1 heure plus tard pour une dernière tâche. Hélène, une jeune professionnelle très efficace, se tenait maintenant devant le bureau de Solène avec un bloc-notes. Son visage montrait de la fatigue, mais elle restait alerte. Elle était légèrement surprise par les documents que sa patronne manipulait. Hélène, la voix de Solène semblait calme dans la pièce silencieuse. Le projet de mail pour le directeur de l'Académie royale est-il prêt ? Il est prêt, mademoiselle Sterling. Hélène lui tendit un iPad. Je l'ai rédigé d'après les points que vous m'avez donnés. Solène prit l'iPad, mais ne le lut pas. Elle savait que le projet d'Hélène serait impeccable. Elle plaça l'iPad à côté de son ordinateur portable. Merci. Maintenant, veuillez préparer les pièces jointes suivantes. Utilisez un format PDF crypté et étiquetez-les avec précision. Hélène hocha la tête, ouvrant son propre ordinateur portable sur une table d'appoint. Pièce A, commença Solène d'une voix monocorde. Nommez-la, formulaire de refus officiel référence 78B. Le contenu est la feuille d'approbation de la bourse. Assurez-vous que la coche dans la case « Rejeté » et ma note manuscrite dans la section d'observation sont clairement visibles. Compris, madame. C'est scanné. Pièce B. Rapport d'audit légal 44B. C'est le rapport de notre équipe comptable.
Surlignez la section concernant la fraude fiscale et les actifs cachés par le tuteur légal. Fait, Madame. Pièce C. Vidéo de preuve d'incident critique 01. Insérez le fichier vidéo de la caméra domotique que je vous ai donné plus tôt. Assurez-vous que le format peut être ouvert sur n'importe quel appareil. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent légèrement en entendant le mot « vidéo », mais elle ne fit aucun commentaire. Son professionnalisme l'empêchait de poser des questions. C'est converti, Madame. Pièce D. Transcription vidéo officielle 01. Je veux une transcription mot pour mot de ces images. Mettez des guillemets clairs autour des phrases, ça ne fait pas si mal. Ne sois pas dramatique. Frappe-le si tu oses, et rends-le-moi, sorcière. Indiquez l'identité des orateurs sur la base d'une confirmation visuelle. Tuteur légal 1, Blanche Sterling. Tuteur légal 2, Madame Éléonore. Étudiant, Paul Sterling. Tout de suite, Madame. Traitement en cours. Et enfin, pièce documentation des médias sociaux publics. C'est la capture d'écran du message sur les médias sociaux du tuteur légal de ce matin. Entourez la partie où elle mentionne fièrement le nom de l'Académie royale d'excellence et de la Fondation Avenir Sommet. Hélène travailla rapidement, ses doigts dansant sur le clavier. En 10 minutes, tous les fichiers étaient prêts dans un dossier compressé. Tous les éléments sont prêts, Mademoiselle Sterling. Un total de 5 fichiers. Excellent. Solène ouvrit un nouvel email sur son ordinateur portable. Elle n'utilisa pas le brouillon d'Hélène. Elle allait l'écrire elle-même. Elle tapa soigneusement les adresses email des destinataires, au docteur Dubois, directeur de l'Académie royale d'excellence, et à la doyenne Claire, présidente du comité d'éthique de l'Académie royale. Avec copie conforme au président Fournier du conseil d'administration de la Fondation Avenir Sommet, et copie invisible à l'équipe juridique de la Fondation. Ses doigts planèrent sur le clavier un instant. Elle prit une profonde inspiration. Puis elle commença à taper rapidement, fermement, sans pause. Objet, examen urgent et décision finale. Révocation de bourse étudiant ID 978B. Paul Sterling. Violation grave de la clause 14B. Cher docteur Dubois et chère doyenne Claire. Suite à notre réunion d'urgence de cet après-midi, la Fondation Avenir Sommet vous notifie par la présente la décision finale concernant le statut de la bourse de l'étudiant Paul Sterling, numéro d'enregistrement 9078B. Après avoir mené un examen complet et exhaustif comprenant des rapports d'observation sur le terrain et des preuves d'incidents critiques, la Fondation Avenir Sommet a décidé de refuser l'octroi de la bourse et de révoquer l'admission de l'étudiant Paul Sterling à l'Académie royale d'excellence. Cette décision est prise sur la base de la constatation d'une violation très grave de la clause 14B, éthique et comportement familial, du contrat de bourse qui a été accepté par le tuteur légal. Il a été prouvé que l'environnement familial de l'étudiant inculque, encourage et tolère activement des valeurs qui contredisent les principes fondamentaux de la Fondation Avenir Sommet et de l'Académie royale d'excellence, à savoir l'empathie, le respect et l'intégrité. Les documents justificatifs pour les dossiers de l'école sont joints. Pièce A, formulaire officiel de récusation et de recommandation de refus. Pièce B, rapport d'audit financier légal. Pièce C, fichier vidéo d'incident critique. Pièce D, transcription vidéo officielle. Pièce E, documentation des médias sociaux du tuteur légal. La Fondation Avenir Sommet considère cet incident comme une infraction flagrante. Nous pensons que l'admission d'un étudiant issu d'un environnement qui promeut ouvertement la violence et l'intimidation, en particulier en falsifiant des documents financiers, comme observé dans la pièce B, compromettra l'environnement d'apprentissage sûr et intègre que nous avons bâti ensemble. Cette décision est finale et irrévocable. L'avis officiel de révocation sera envoyé par notre service juridique au tuteur légal concerné demain matin. Nous apprécions votre coopération et votre compréhension pour maintenir les normes les plus élevées pour nos futures générations. Cordialement. Solène Sterling, directrice générale, Fondation Avenir Sommet. Solène relut l'email une fois de plus. Froid, formel, et ne laissant aucune place à la négociation. Elle joignit le dossier compressé qu'Hélène avait préparé. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone portable personnel posé sur le bureau.
Il y avait 3 appels manqués de Vincent. Son cœur se serra légèrement. Son mari lui manquait, mais elle savait que c'était une bataille qu'elle devait gagner seule. Si elle allait se plaindre à Vincent, elle serait toujours considérée comme une femme faible ayant besoin de défense. Elle n'allait pas résoudre le problème de cette façon. Elle le résoudrait en tant que Solène Sterling. Elle regarda de nouveau l'écran de l'ordinateur. Son index plana sur le bouton « Envoyer ». Elle se souvint de la piqûre sur sa joue après avoir été giflée. Elle se souvint des rires résonnants dans le salon. Elle cliqua sur le bouton. « Fait », dit-elle dans un murmure. Email envoyé. Vous pouvez rentrer chez vous, Hélène. Merci pour votre travail acharné ce soir. Hélène hocha la tête. Bonne nuit, madame. Solène resta assise dans son fauteuil longtemps après le départ d'Hélène. Elle fixa les lumières de la ville. Elle ne se sentit pas victorieuse. Elle ne se sentit pas joyeuse. Elle sentit seulement que c'était juste. Justice avait été rendue, mais pas par des cris ou des gifles, mais par le simple clic d'un bouton depuis le sommet silencieux d'une tour à Paris. Solène ne retourna pas chez sa belle-mère cette nuit-là, ni dans son propre appartement qu'elle partageait avec Vincent. Elle savait qu'elle serait émotionnellement épuisée. Elle réserva une chambre dans un hôtel de luxe, le Bristol Paris, très proche du quartier des affaires. Elle dormit profondément pendant environ 6 heures, quelque chose qu'elle n'avait pas connu dans la maison d'Éléonore depuis longtemps. Le lendemain matin, elle se réveilla à l'aube, prit le temps de se rafraîchir tranquillement et commanda le petit déjeuner par le service d'étage. À 9h30, elle était vêtue d'une tenue différente de la veille. Un chemisier élégant en soie ivoire, un tailleur pantalon foncé et un foulard assorti impeccablement drapé autour de son cou. Son visage était frais. Il ne restait aucune trace de la belle-fille soumise. Tout ce qui existait était l'aura d'une femme d'affaires maîtresse d'elle-même. Elle décida de retourner chez Éléonore, non pas pour rester, mais pour récupérer ses dernières affaires. Elle prévoyait de prendre sa valise et de partir avant que Blanche et Éléonore ne se réveillent. Elle laisserait un message à Vincent, lui disant qu'elle l'attendrait directement à leur appartement. Cependant, son plan ne se déroula pas parfaitement. Quand elle ouvrit la porte d'entrée de la maison de ses beaux-parents avec sa clé de rechange, elle trouva Blanche et Éléonore déjà assises dans la salle à manger. L'odeur du café et des toasts emplissait l'air. Eh bien, le ton de Blanche était perçant. Regardez qui est arrivé. La dame de la maison est de retour. Où vous êtes-vous caché toute la nuit? Éléonore examina Solène de la tête aux pieds, son regard fixé sur la tenue de Solène, si élégante et différente de la veille. Où as-tu dormi? Ne fais pas honte à cette famille. Ce n'est pas parce que Vincent est parti en voyage que tu peux te promener en faisant Dieu sait quoi. Solène prit une inspiration. Elle avait déjà pris sa décision. Elle ne participerait plus à leur production théâtrale. Bonjour, Éléonore, Blanche. Je viens juste chercher ma valise. Je vais attendre Vincent à notre appartement. Oh, alors maintenant tu oses répondre, hein? Blanche rit cyniquement, se levant les bras croisés. Tu te crois si importante parce que Paul t'a frappé hier? Tu en fais tout un drame en dormant dehors. Tu penses que nous allons nous excuser? Je ne cherche pas d'excuses, répondit Solène sans détour. Elle se dirigea fermement vers la chambre d'amis, les ignorant toutes les deux. Quel manque de respect, cria Éléonore. On lui parle et elle se retourne et s'en va. Solène, je n'ai pas fini de te parler. Solène continua de marcher, entra dans la pièce et attrapa sa valise cabine qu'elle avait déjà faite il y a quelques jours. Tout ce qu'elle devait prendre était son sac à main et son chargeur de téléphone personnel. Elle retourna au salon. Blanche et Éléonore l'attendaient, debout dans l'encadrement de la porte, ressemblant à des gardiennes des portes des enfers. Et qui crois-tu être, Solène? Partir sans la permission de ton mari, siffla vicieusement Éléonore. Mon mari sait très bien que je peux me débrouiller seule, répondit Solène sereinement, fouillant quelque chose dans son sac. Te débrouiller seule? Oui, bien sûr. Je suis sûre que tout ce que tu vas faire, c'est te plaindre à Vincent. Me trompe-je? Tout ce que tu fais, c'est lui donner des maux de tête, cracha Blanche sans vergogne.
Tu devrais juste me regarder. Je suis une mère qui a vraiment réussi. Hier soir, mon message sur les réseaux sociaux concernant Paul a eu des centaines de « j'aime ». Une foule d'amis m'a félicité. Tous mes amis se rongeaient de jalousie. Aujourd'hui, je vais directement à l'école pour m'en vanter auprès de toutes les autres mamans. Mon enfant est un génie. Il a été accepté avec une énorme bourse complète de la Fondation Avenir Sommet. Solène leva les yeux par-dessus son sac, conservant une expression imperturbable. Oh, vraiment? Félicitations. Ce fut l'équanimité pure dans la voix de Solène qui fit monter la colère en Blanche. Blanche détestait absolument que Solène ne semble pas détruite à l'intérieur. Elle détestait ça parce qu'elle s'attendait à ce que sa belle-sœur vienne sangloter à propos de ce qui s'était passé la veille. Tu ronges de jalousie à l'intérieur, n'est-ce pas, railla Blanche. C'est clair comme de l'eau de roche. Tu es jalouse. Tu ne pourrais jamais te permettre d'envoyer n'importe quel enfant que tu pourrais avoir dans une institution comme celle-là. Solène se contenta d'arquer légèrement les lèvres, esquissant un petit sourire, et se mit à fermer son sac, terminant par quelques mots directs. Vous devrez m'excuser car je dois partir. Et, attends une minute. Nous avons encore des choses à te dire. Et juste au moment où Solène faisait son pas suivant vers la porte d'entrée, elle entendit la sonnerie du téléphone portable glisser dans son sac. Mais ce n'était pas son téléphone personnel standard chargé de chansons pop entraînantes. Au lieu de cela, il provenait d'une sonnerie élégante et résolue portant le poids exigé par des lignes professionnelles strictes utilisées pour des transactions très pertinentes définissant des décisions drastiques au plus haut niveau de la gestion mondiale. La sonnerie inattendue et sophistiquée trancha rapidement la tension silencieuse du hall de la maison. Solène fit un léger bond. Elle avait accidentellement oublié sa routine de couper la sonnerie de son appareil professionnel pendant les heures inappropriées. Elle fouilla à la hâte dans son sac pour corriger l'erreur. Blanche ainsi que sa mère perdirent instantanément leurs mots. Elles évaluèrent visuellement le sac, subtil, mais clairement fait de matériaux nobles et de haute couture, et non d'une imitation bon marché qu'elles affirmaient toujours qu'elles portaient. Et Solène sortit un smartphone haut de gamme qui coûtait facilement plus de 2000 €. Blanche et Éléonore durent toutes deux ravaler leur salive. Solène regarda et reconnut l'identifiant lumineux sur l'écran moderne. Voir, Hélène, assistante de direction, en majuscule communiquait immédiatement son urgence. Décidant qu'elle ne pouvait pas l'ignorer, elle appuya sur l'icône verte, la mettant sur haut-parleur au volume maximum car tenir ses bagages rendait trop difficile de porter le téléphone à son oreille. Oui, Hélène. Dis-moi. Bonjour, répondit Solène. La voix professionnelle de son assistante retentit clairement par le haut-parleur. Je m'excuse de vous appeler à cette heure, mademoiselle Sterling. J'appelle simplement avec des ordres stricts pour vous rappeler la réunion prévue avec tous les cadres compétents à 9 h concernant l'école privée, l'Académie royale d'excellence et leurs conseils d'administration respectifs. Ils ont demandé d'urgence à se réunir aujourd'hui car ils attendent d'analyser les prochaines étapes du processus avec vous, suite à la délibération finale que vous avez émise tôt ce matin avec toutes vos directives strictes. Le tic-tac de l'horloge sembla se figer. Tout mouvement cessa pour la matriarche et sa fille aînée. Leurs visages devinrent aussi pâles que des pierres tombales, se vidant de tout sang en quelques millisecondes en entendant ces mots. Académie d'excellence, murmura Blanche, un tremblement visible au fond de ses cordes vocales tandis qu'elle articulait son horreur paralysante. PDG Solène, murmura une Éléonore hypnotisée et stupéfaite, ses yeux ne parvenant pas à traiter la réalité qui se déroulait devant eux, comme si le pire poltergeist possible s'était matérialisé dans leur couloir. Le sang-froid de Solène resta entièrement intact, totalement maîtresse d'elle-même, parfaitement consciente des dommages et de la consternation de ses compagnes. Elle fit le choix évident de ne pas appuyer sur le bouton pour couper l'appel. Oui, je comprends. Merci, Hélène. J'apprécie que vous ayez respecté le calendrier, répondit Solène, sa voix prenant un ton d'autorité corporative absolue que Blanche et Éléonore n'avaient jamais entendu auparavant. Je m'y rends maintenant. Veuillez annuler la voiture de fonction. Je n'aurai pas besoin de chauffeur ce matin. Je prendrai mon propre véhicule et serai là sous peu.
Je voulais également vous informer, Mademoiselle Sterling, ajouta l'assistante professionnelle, votre précédent email adressé aux organes académiques dirigeants hier soir a été officiellement livré, et nous avons reçu une réponse imminente formellement signée par le docteur Dubois lui-même. Il a exprimé sa gratitude profonde et incontournable pour l'action implacable que vous avez menée, agissant comme un bouclier impénétrable, garantissant l'éthique de l'institution au-dessus de toute interférence frauduleuse. Le conseil juridique associé au campus le traite également immédiatement. Ce document a déjà quitté le bureau juridique pour se diriger directement vers les résidences respectives associées aux personnes agissant en tant que tuteurs légaux, spécifiquement l'individu concerné sans délai. Des progrès fantastiques, Hélène. Merci beaucoup d'avoir assuré le suivi. Après que le téléphone ait émis le clic inimitable qui signifiait la fin de l'appel, quelque chose de si froid et incolore survint que seul le tic-tac solitaire de l'horloge servit à leur rappeler où elle se trouvait. La femme qui, jusqu'à quelques minutes auparavant, avait moqué et méprisé la jeune femme détenant désormais ses honneurs, pâlit soudainement, puis rougit de fureur. Les mains de Blanche tremblèrent alors qu'elle saisissait son téléphone. C'est illégal. Vous ne pouvez pas faire ça. J'appelle mon avocat tout de suite, cria-t-elle, bien que sa voix tremblât de panique. De l'autre côté, la mère, dans sa propre résidence, perdit sa posture majestueuse. Sentant la perte soudaine de contrôle, Éléonore pointa un doigt tremblant. Nous vous poursuivrons pour diffamation. Vous bluffez, cria-t-elle, tentant de masquer sa faiblesse inattendue causée par le choc. En contraste frappant se tenait la présence majestueuse et élevée de Solène. D'un délicat ajustement, ses mains lisses reposèrent son foulard fin. Elle observa le panorama des femmes moralement vaincues présentes. Pendant des années, elle avait été injustement méprisée, mais Solène ne leur offrirait aucune pitié maintenant. Sa perspective avait muté en une vision impitoyable mais résolue, débordante d'une souveraineté inébranlable. Si vous voulez bien m'excuser maintenant, déclara Solène du fond de la sérénité qu'elle diffusait dans la pièce hermétique, une phrase cinglante. Elle brisa la tension extrême du moment sans être condescendante une seule seconde. Récupérant sa dignité physique, elle se retourna complètement avec élégance, dirigeant son regard directement vers ces masses inertes qui étaient maintenant les résidentes perplexes. Il y a un avenir très vital qui dépend des fondations représentatives d'un étudiant dont le destin, j'imagine, doit être irrévocablement marqué à jamais aujourd'hui. Elle reprit son départ, saisissant la poignée de sa petite valise à roulettes. Elle la tira derrière elle, les roues roulant bruyamment sur le sol, son comportement projetant la froideur absolue et l'autorité inattaquable de sa position. Elle traversa l'espace silencieux, laissant derrière elle sa belle-sœur et sa belle-mère, qui restèrent figées sur place, absolument pétrifiées par le cauchemar qu'elle venait de s'infliger. Elles n'offrirent aucune résistance supplémentaire, assistant naturellement à son départ, qui se déroula sans heurts dans l'air chaud du matin. Elle ferma la porte d'un lent clic, scellant derrière elle l'avalanche dévastatrice d'un effondrement naissant, dont le premier râle agonisant commença à cet exact moment inexorable. Le trajet que Solène fit entre la propriété et le campus de l'Académie royale d'excellence fut comme la traversée physique de barrières insondables. Elle laissait derrière elle deux univers complètement opposés, s'éloignant rapidement et irréversiblement d'une atmosphère toxique dans une maison imprégnée d'une envie tenace et d'une sous-estimation profondément enracinée d'une famille malveillante qui l'avait traitée de sorcière. Un surnom qui prenait désormais sa véritable dimension très ironique. Après 30 minutes de route, elle franchit le superbe seuil d'un empire imposant structuré comme un havre moderne pour l'élite. L'Académie royale d'excellence s'étendait sur plusieurs hectares. Les façades extérieures représentaient la majesté, explicitement conçue par de célèbres cabinets d'urbanisme paysager, affichant une exclusivité distinctement élitiste et incommensurable. Elle gara sa voiture exactement à l'emplacement strictement réservé au conseil d'administration, un endroit que les ambitions fictives superficielles de l'esprit de ses beaux-parents n'auraient jamais même imaginé. En sortant de son véhicule, Solène se transmuta complètement, se débarrassant à jamais de tout vestige de soumission aux affaires familiales. Aujourd'hui représentait la réalisation univoque et formelle d'être Solène Sterling, exerçant toute la majesté que l'investiture de PDG de la Fondation Avenir Sommet lui conférait.
Elle occupait une place d'honneur au Grand Conseil de cette entité académique, étant la principale garante du plus grand fonds de bourse que l'école offrait aux talents défavorisés. Le personnel de sécurité gardant le rond-point extérieur lui rendit immédiatement les honneurs en remarquant son badge d'identification autorisé, impeccablement accroché à son costume. « Bonjour, mademoiselle Sterling. Le directeur Dubois et la doyenne Claire vous attendent dans la salle du conseil, dirent-ils à l'unisson. Solène fut précise, ne perdant jamais sa solennité. Vous êtes très aimable. Merci pour l'accueil. Elle traversa les couloirs silencieux, perpétuellement ornés de photographies encadrées et de statuettes, illustrant des célébrités qui avaient traversé ces lieux et étaient devenues membres du gouvernement, cadres transnationaux et chercheurs primés universellement reconnus. C'était un monde incontestable construit strictement sur le succès absolu, entièrement soutenu par les normes éthiques les plus élevées. Cette valeur intrinsèque n'était jamais transgressée et représentait le phare incontestable des directives que Solène défendait dans son âme. Elle poussa les lourdes doubles portes rustiques en chêne massif. La salle du conseil dégageait une autorité silencieuse et imposante. Son imposante table en chêne dominait le spectre visuel. Le docteur Dubois, le directeur chargé de la faculté, portait son âge mûr avec le décorum imposé par des traits ciselés et de fines lunettes à monture argentée. Il se leva de sa chaise pour la saluer à son entrée. À côté de lui se tenait la doyenne Claire, la directrice des études qui gérait toutes les actions dictées par le comité d'éthique interne, apportant une formalité classique incontestable sans hésitation. Tous deux se levèrent pour l'accueillir formellement. Le salut fut très affectueux, le directeur offrant son plus grand respect à Solène. Nous apprécions votre arrivée rapide, commença-t-il, ces mots portant la lourde gravité des circonstances de la réunion. Il offrit une poignée de main ferme. Nous sommes absolument incrédules concernant les événements détaillés dans les notes électroniques que nous avons dû traiter. Nous avons reçu les instructions de votre siège à l'avance. Veuillez vous asseoir. Docteur Dubois et doyenne Claire. Solène prit place à la tête de la table, posant méthodiquement ses affaires. Je suis ici aujourd'hui pour m'assurer que nous sommes entièrement sur la même longueur d'onde et qu'il n'y a pas de place pour une mauvaise interprétation de cette affaire. Nous devons établir une chose clairement, les règles établies par la Fondation Avenir Sommet ne céderont en aucune circonstance. La doyenne Claire ouvrit soigneusement ses dossiers et documents, son visage affichant des signes d'une rigueur impassible. Mademoiselle Sterling, j'ai personnellement entrepris une analyse méticuleuse des déclarations écrites fournies. Cependant, votre bureau a également joint des preuves vidéo pour nous assurer d'agir strictement selon nos directives légales établies. Je demande que nous examinions les images ensemble pour fonder irréfutablement notre base d'action. Solène acquiesça, hochant la tête doucement mais résolument. J'ai apporté les fichiers en anticipant votre exigence. C'est bien sur une priorité absolue que le conseil d'administration voit exactement quel genre d'environnement toxique ce candidat apporterait à notre institution. Agissant avec expertise, Solène connecta immédiatement le fichier correspondant, lançant le lecteur multimédia depuis son appareil. Il rompit le silence ambiant, envahissant bruyamment chaque recoin avec l'audio enregistré, faisant revivre les épisodes désastreux générés dans ce salon paisible mais fatal où Éléonore exerçait librement ses horreurs. Cela commença bruyamment, capturant les caprices inacceptables générés par une envie impertinente, exigeant le téléphone avec des cris « Je m'en fiche. Je veux ce téléphone tout de suite. » Puis la voix polie et douce de Solène interrompit délicatement mais fermement, expliquant son refus justifié concernant la batterie déchargée. Ceci fut soudainement et dramatiquement interrompu par une séquence de gifles répétitives accompagnées des demandes immatures. « Donne-le-lui. Donne-le-lui. » Le corps du docteur Dubois s'inclina en avant. Il se pencha vers le centre de la table, un profond sillon se formant sur son front. Pendant ce temps, la doyenne Claire baissa les paupières, essayant de contrôler viscéralement la souffrance empathique qui jaillissait spontanément en assistant à la décadence morale. Puis, l'élément le plus tragique occupa le devant de la scène, le rire fort, répugnant et scandaleux. Éléonore riait sans honte, louant la force physique déployée dans l'attaque, soutenant avec enthousiasme son héritier. Tandis que Blanche louait cyniquement son brave fils, le visage du docteur Dubois fut soudainement rougi d'un cramoisi profond, révélant sa fureur face à la moquerie cruelle justifiant un abus physique flagrant.
L'enregistrement continua sans pause, montrant la grand-mère traitant Solène de dramatique et Blanche encourageant l'offense en la défiant lâchement de frapper l'enfant en retour. Cela culmina avec le harcèlement infâme où l'enfant réclamait sans vergogne son téléphone tout en l'appelant à plusieurs reprises « sorcière ». Le bouton d'arrêt arrêta finalement les images dérangeantes, laissant un silence terrifiant et écrasant dans la pièce qui dépassait de loin toute tension précédente. Le docteur Dubois prit les devants, retirant brusquement ses lunettes, massant l'arête de son nez et articulant à travers des grognements qui révélaient sa fureur et son dégoût retenu. Ce que nous avons vu ici, mademoiselle Sterling, dépasse l'impardonnable d'un point de vue éthique. C'est quelque chose de vraiment répugnant d'observer comment la mère de cet enfant, Madame Blanche, se moque sans scrupule et promeut les crimes d'agression. Inconditionnellement soutenue par Éléonore. La traiter de sorcière. Cracha la doyenne Claire, prolongeant furieusement la phrase, libérant enfin ses yeux indignés sur l'écran. Un enfant d'à peine 6 ans est autorisé à utiliser un tel vocabulaire pour offenser des figures plus âgées, en y attachant des adjectifs aussi dégradants. Cela rend absolument impossible de cultiver une véritable empathie sous ce toit, alimentant la chaîne aggravante. Le docteur Dubois se redressa, son ton encore plus tragique. Nous avons également découvert la fraude délibérée dans les dossiers administratifs, falsifiant une économie précaire totalement fausse. Nous l'avons vérifié en recoupant les informations avec le fisc, simultanément via des enquêtes légales ordonnées par mon commandement. Nous avons confirmé que les vrais dividendes obtenus dans leur salaire d'origine déclarée dépassaient astronomiquement toute marge considérée pour un statut de vulnérabilité. C'est une pure escroquerie frauduleuse, usurpant des places vacantes véritablement destinées à de vrais mineurs dont l'honnêteté et l'absence de défense familiale appellent un soutien réel. Solène acquiesça vigoureusement, confirmant exactement ses déclarations et exprimant sa résolution irréfutable que la Fondation Avenir Sommet, sous les preuves démontrées, avait dicté un verdict de révocation immodifiable. C'est pourquoi nous sommes ici, attentifs et attendant de confirmer les représailles que l'école jugera nécessaire de prendre contre eux. Soudain, le docteur Dubois se leva, marchant vers la fenêtre, tournant le dos au cadre. Il prononça la fondation de leur structure éducative strictement protégée par des piliers intégraux basés sur des vérités impeccables. Par conséquent, il est inacceptable d'accepter un étudiant dont la famille utilise des tactiques frauduleuses pour contourner nos vérifications d'intégrité. Nous ne pouvons pas non plus leur permettre de compromettre notre environnement d'apprentissage en y introduisant un comportement toxique appris à la maison, dit-il, se retournant avec un visage marqué par un commandement absolu. L'Académie royale d'excellence documentera officiellement l'ouverture d'un dossier disciplinaire et la suspension immédiate et préventive de l'étudiant Paul Sterling en attendant une audience obligatoire du conseil disciplinaire pour son expulsion définitive. Notre conseil juridique s'occupera de leurs avocats. Cela sera exécuté avec une célérité absolue. La doyenne Claire acquiesça, le soutenant unanimement, considérant ces voies comme les seules actions valables à prendre. Excellent et optimal, approuva Solène. Mon grand désir est de confirmer que toute la communication émise expose ce cas avec une clarté absolue. Le directeur indiqua qu'il le rédigerait personnellement sur le papier à en-tête de l'école, faisant allusion avec force à la falsification illicite de la documentation administrative ainsi qu'à l'infâme contravention morale aux responsabilités filiales. Simultanément, Solène chargea son équipe juridique d'émettre l'avis final de révocation de la Fondation Avenir Sommet. Très approprié, intervint la doyenne Claire, le jugeant idéal pour former une directive conjointe monolithique, attestée par un seul message retentissant. Les 60 minutes suivantes s'écoulèrent en silence tandis qu'il produisait les décisions finales implacables, colorant les arguments punitifs d'une froideur légale stricte. Ils emballèrent 2 volumineux dossiers officiels contenant les signatures de l'Académie royale d'excellence, solidement liés aux documents parallèles du conseil d'administration de la Fondation Avenir Sommet. Conformément aux instructions expresses de Solène, ils annexèrent la pièce D, la transcription exacte reproduisant chaque éclat de voix mot pour mot, garantissant que les coupables seraient confrontés à leurs propres paroles criées. Le docteur Dubois approuva, comprenant parfaitement sa cause. Il emballa soigneusement tous les fichiers documentaires compressés dans une enveloppe classique, lourde et de couleur crème, la scellant avec des étiquettes circulaires imprimées officielles, adressées directement au tuteur légal, Blanche Sterling. Avec diligence et rapidité,
un employé administratif l'expédia via un service de messagerie privée le jour même avec signature requise, garantissant sa validité légale immédiate. Solène reçut une profonde reconnaissance des deux universitaires pour ses actions inestimables dans la défense de leur prestige impeccable, le protégeant d'un embarras inévitable. Après avoir fait ses adieux, l'enveloppe lourde et de couleur crème disparut dans le circuit postal, traversant les artères et le trafic de la ville, se dirigeant vers sa destination inévitable, la résidence de la grand-mère infâme. L'atmosphère à l'intérieur de la maison d'Éléonore ressemblait parfaitement à celle d'un salon funéraire. Suite à l'exode étonnamment exécuté de Solène, un spasme prolongé paralysa Blanche et sa mère pendant près de 15 minutes. Elles restèrent perplexes, leur esprit travaillant dans une frénésie frénétique, essayant de traiter les données apocalyptiques qui venaient d'exploser devant leur visage cynique. Blanche fut la première à articuler des mots, ses lèvres tremblantes, dénuées de leur couleur rose naturelle, PDG Solène Sterling. Elle balbutia, essayant désespérément de le nier, tentant frénétiquement de justifier que tout cela n'était qu'une fausse farce mise en scène par vengeance. Elle se jeta sur son téléphone, ignorant sa mère, et ouvrit frénétiquement le groupe Facebook privé pour les parents de Kingsley qu'elle venait de créer ce matin-là. Elle tapa rapidement « Bonjour. Quelqu'un sait-il qui est le PDG de la Fondation Avenir Sommet ?» Instantanément, quelques secondes plus tard, l'une des mères le confirma. Elles nommèrent le conseil d'administration, exprimant une surprise mutuelle à la question. Elles confirmèrent que la personne qui préside le commandement et signe tous les documents et subventions pour la Fondation Avenir Sommet est bien la PDG Solène Sterling. Laissant tomber le téléphone involontairement, Blanche se laissa tomber, complètement démoralisée, gémissant inconsolablement à genoux alors qu'elle confirmait l'effondrement redouté à sa mère. Éléonore ressentit de vives contractions directement dans son cœur, réalisant que leur destin et le pouvoir destructeur de leur arracher tous leurs privilèges accordés pendaient au souffle de la femme qu'elles avaient maltraitée. La couleur de Blanche passa d'un pâle désespéré à un rouge extrême, alarmant. Elle se souvint de la mention de Solène dans le salon de réunions urgentes concernant un étudiant. Elle implora la miséricorde divine, assimilant la certitude absolue de la cause générée par leur rire moqueur. Elle bondit, faisant les 100 pas comme un animal piégé, essayant de rationaliser l'atrocité impossible. La femme modeste qui avait épousé leur famille était en fait une cadre supérieure qui tenait leur destin entre ses mains. Soudain, la sonnette brisa la tension. Ding-dong. Désorientées et terrifiées, elles virent un coursier express en uniforme dehors demandant une signature pour confirmer l'adresse de livraison à Madame Blanche Sterling. Blanche expira faiblement, recevant le paquet démesurément lourd portant les anagrammes combinés de l'Académie royale d'excellence et de la Fondation Avenir Sommet. « Ouvre-le » exigea Éléonore, les nerfs à vif. Blanche l'ouvrit en déchirant, découvrant des documents éparpillés. En parcourant les pages paniquées, elles découvrirent les révélations punitives, les enquêtes et la résolution maximale, le verdict de révocation définitive, l'ordre d'expulsion, avec effet immédiat. Expulsé, exclu. La belle-mère arracha les papiers, terrifiée et déchaînée, confirmant la folie. La deuxième page montrait le tampon de la Fondation Avenir Sommet, citant des pénalités, des transgressions des clauses de bonne conduite et un manque d'empathie, entraînant une cessation perpétuelle et irréversible. On leur facturait même les fonds traités. Éléonore hurla, scandalisée d'être ruinée financièrement, mais dépassant tout le déshonneur maximal était une seule page simplement intitulée « Pièce D ». Éléonore la lut en tremblant. C'était la transcription, les moqueries, la minimisation du harcèlement, le fait de la défier de le frapper en retour, et le cœur final, « Rends-le-moi, sorcière ». Les pages brûlaient de regards réprobateurs, découvrant la trahison enregistrée, avouant qu'elle avait des enregistrements complets d'elle. Elles réalisèrent exactement qui elles avaient antagonisé, une PDG qui avait effacé leur avenir d'un trait d'encre. Éléonore hurla frénétiquement, exigeant que Blanche appelle Vincent pour arrêter cet apocalypse. Blanche attrapa frénétiquement son téléphone, composant à plusieurs reprises, seulement pour être confrontée à des rejets automatiques. La ligne était restreinte. Elle éclata en sanglots de frustration. Réalisant que son frère l'avait bloquée, elle essaya d'appeler Solène, mais les appels rebondirent immédiatement sur la messagerie vocale. Elle jeta le téléphone de rage,
le brisant contre le sol, piégé sans salut en vue. Au crépuscule, Solène prit un chemin discret pour rentrer à la maison afin de terminer ses dernières missions. Elle se gara directement devant le portail sans sonner. Elle entra en utilisant sa clé de rechange. Le couloir était d'un silence inhabituel, dépourvu du bruit typique de la télévision ou de la voix forte de sa belle-mère. Elle apparut au milieu du hall, apercevant leurs ombres défaites, les yeux gonflés par les pleurs. Soudain, la vue de l'enveloppe tragique sur la table rompit leur léthargie, déclenchant la folie. Éléonore se jeta sur elle, remettant en question la ruine qu'elle avait causée, exigeant son départ violent, la saisissant et se débattant sauvagement, l'accusant d'une attaque brutale contre un enfant innocent par vengeance. Debout, stoïquement résistante, Solène maintint un regard glacial, exigeant qu'elle la lâche immédiatement avec une fermeté qui les dissuada instinctivement. Éléonore lâcha prise, déconcertée par l'imposante force de Solène. Solène révéla la vérité avec aplomb, confirmant le manque de jugement de l'enfant par ignorance, mais affirmant que sous une telle innocence, les enfants reproduisent ce qui les entoure. Ils imitent leurs parents. Elle désigna les papiers éparpillés, rejetant leur fausse indignation. Blanche commença à appeler frénétiquement son avocat, mais ses mains tremblaient trop. « Nous allons tout perdre », murmura-t-elle, hyperventilant en réalisant que la fondation pouvait signaler leur fraude fiscale au fisc. Solène recula, demandant pourquoi elle pensait qu'une femme soumise agirait de cette façon après avoir été méprisée. Elle fouilla dans son sac et en sortit son porte-cartes, révélant les emblèmes métalliques argentés brillants. Elle le posa à côté de leur misère. Solène Sterling, directrice générale, Fondation Avenir Sommet. Elle chargea toute la tristesse de la pièce sur cette petite carte, scellant leur chute. Elle leur rappela l'agression physique qu'elles avaient encouragée, les avertissant que si elle ne poserait jamais la main sur un mineur, elle utiliserait absolument les piliers inébranlables d'empathie de sa fondation pour leur fermer toutes les portes. Juste à ce moment, son téléphone personnel sonna. C'était Vincent. Il venait d'atterrir. Solène répondit, lui adressant ses salutations, percevant l'épuisement dans sa voix alors qu'il lui demandait où elle se trouvait. Elle garda ses distances avec les femmes frénétiques et hurlantes dans la pièce qui la suppliaient de dire à Vincent d'arrêter l'expulsion. Solène les ignora calmement, disant à Vincent qu'elle irait le chercher directement aux dépose-minutes des arrivées de l'aéroport Charles de Gaulle. Elle raccrocha, attrapa la poignée de sa valise à roulettes et sortit, refermant la porte sur les ruines de la panique qu'elle s'était fabriquée. Elle roula en silence jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle, se préparant mentalement à raconter toute la vérité à son mari en attendant l'atterrissage de son vol. En le voyant, elle l'embrassa. Vincent remarqua son comportement inhabituel et demanda ce qui n'allait pas. Elle refusa de l'expliquer sur le champ, optant pour une meilleure approche. Une fois dans la voiture, Solène connecta son téléphone au système audio Bluetooth du véhicule. Elle lança l'enregistrement. Vincent resta silencieux, assimilant et souffrant en écoutant les ordres capricieux, les refus prudents et la violence physique successive. Sa mâchoire se serra d'horreur en entendant sa famille rire, valider les abus et défier Solène tout en la traitant de sorcière. Il lui demanda de l'éteindre, mais elle le laissa finir. Stupéfait et dévasté, il balbutia, « Tu as subi ces insultes de ma famille et ils ont ri. » Solène le confirma. Elle expliqua ensuite l'inscription à l'école, détaillant les infractions graves concernant le statut financier falsifié pour la bourse accordée par sa direction générale. Vincent fut abasourdi par la cruauté pure de son propre sang. Il resta silencieux un long moment avant de frapper le tableau de bord sous le choc de la douleur. Il approuva entièrement les mesures correctives mises en œuvre avec justice, s'excusant pour sa douleur et son impuissance, se sentant coupable de son absence, et reconnaissant enfin la force gigantesque de sa femme. Avec un timing ironique mais réconfortant, son téléphone se mit à sonner à plusieurs reprises depuis la maison de sa mère. Ressentant un dégoût instantané, il refusa les appels. Puis un appel vint de son beau-frère, implorant le pardon, admettant son ignorance concernant les faux documents de sa femme. Vincent le coupa court, déclarant qu'ils avaient franchi des limites impardonnables. Il raccrocha et bloqua leur numéro.
Ils arrivèrent à la paix de leur foyer, laissant sa famille définitivement mise sur liste noire des cercles d'élite, socialement ruinés et faisant face à d'énormes pénalités financières. Vincent avait officiellement rompu les liens avec eux pour de bon. Alors qu'ils assimilaient leurs liens indéfectibles et préparaient du thé chaud en regardant la skyline de la ville, une alerte de message interrompit. C'était du docteur Dubois de l'Académie royale, demandant officiellement l'honneur inébranlable de voir Solène présider leur conseil d'administration. Vincent le lut par-dessus son épaule, ressentant une vague de fierté glorieuse, la pressant d'accepter. Solène sourit, se penchant en arrière détendue, acceptant joyeusement de répondre au directeur sans hésitation. Ils l'accueillirent calmement. La femme qu'ils avaient appelée une sorcière avait remporté une victoire écrasante.